Super. Donc, bonjour tout le monde. Équipe P, est-ce que vous voudrez avoir les règlements en anglais ou en français? En français, s'il vous plaît. Super. Alors, bonjour et bienvenue à la présentation du Code de gestion de crise. Je vous lirai les instructions de la présentation pour ensuite laisser les juges se présenter. Vous disposerez de 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps commencera à s'écouler dès que vous débuterez votre présentation. Vous pouvez suivre le temps sur le lien Coco qui vous avait été envoyé dans le clavardage. Et à titre de rappel, le jury ne peut pas vous interrompre durant votre présentation. Suite à la présentation, le jury bénéficiera d'une période de questions de 5 minutes afin d'éclaircir certains éléments de votre présentation. Et notez que lors de la période de questions, si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le temps est complètement écoulé, il est autorisé à terminer sa phrase. Je laisserai donc les juges se présenter et par la suite, vous pourriez débuter. Bonne présentation. François Cormier, PDG et copropriétaire d'Agence XP. Et Marie-Pierre Hudon-Thériault, copropriétaire également et directrice des ressources humaines pour Agence XP. Jean-Michel Larouche, directeur des ressources humaines pour DSA et copropriétaire de Préaction et Agence WebEasy. Bonjour, Jean-Sébastien Lévesque, directeur RH chez Équipement d'emballage MMC. Vous pouvez commencer. Super. D'abord, bon après-midi tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'aimerais, en mon nom et au nom de mon équipe, vous remercier de prendre du temps pour nous cet après-midi pour venir assister à notre présentation. Donc, tout d'abord, pour vous faire une simple mise en contexte, avant d'embarquer plus profondément dans la présentation, j'aimerais se rappeler qu'il y a déjà un an, vous le savez très bien, on est frappé par une pandémie mondiale. Donc, une pandémie qui, de près, de loin, nous touche sur différentes sphères de notre vie. Donc, ici, l'important de comprendre, c'est qu'il y a différentes alternatives qui ont pu être prises pour remédier à cette situation-là. Dans notre cas aujourd'hui, on est fiers de dire qu'en 3 heures, on a vraiment pu remédier à une problématique de votre entreprise qui était notamment au niveau des ressources humaines. Donc, au nom de mon équipe, Alliance GRH, firme de consultation en gestion de crise, nous sommes fiers aujourd'hui de vous présenter la meilleure solution, selon moi, pour vraiment venir répondre à votre problématique. Donc, mes collègues José, Joliane et moi-même, Maxime, allons vous faire part de la solution, selon nous, qui semble la meilleure pour vous. Donc, tout d'abord, on le sait, dans le cas, on aborde vraiment l'industrie de la construction au Québec. Donc, l'industrie en chiffres, pour vous faire un résumé, c'est vraiment l'âge moyen est fixé à 27 ans pour les travailleurs de cette industrie-là. Donc, on le sait, il y a une tendance qui est visible, notamment sur le marché de l'emploi au Québec et surtout dans le secteur de la construction, qui veut que l'âge actif des travailleurs qui se situe entre 15 et 69 ans va fortement diminuer au cours des 10 prochaines années. Aussi, on le sait, la construction, c'est vraiment un secteur qui est frappé par une pénurie de main-d'œuvre importante et qui manque un certain bassin de travailleurs disponibles et qualifiés. Donc, notre mandat aujourd'hui, au cœur de notre mandat, on a vraiment pensé à repartir à neuf pour éviter de faire les mêmes erreurs qui ont été faites dans le passé avec l'entreprise. Donc, ce qu'on souhaite, c'est en 3 volets, vous présenter des solutions qui vont vraiment venir faciliter ce report à neuf. Donc, on commence par parler de la problématique au niveau de la gestion des ressources humaines, donc ce qu'on a pu retirer avec le cas. Puis ensuite, on va vous présenter des actions qui auraient dû être prises pour éviter de telles situations. Puis tout ça pour faire finalement un plan d'action, puis vous présenter ça aujourd'hui. Donc, pour le diagnostic de l'entreprise, les problématiques au niveau de la gestion des ressources humaines, on en a soulevé 4. Donc, la première qui, selon nous, est vraiment le cœur du restant des problèmes, finalement, c'est la marque de l'employeur. Donc, c'est vraiment au niveau des valeurs qui sont prônées, de la raison d'être. Donc, qu'est-ce qui fait que l'entreprise prend une décision plutôt qu'une autre? Donc, c'est vraiment ça qu'on s'est fié. Ensuite, au niveau du recrutement, donc pour le critère de sélection des employés, on a pu voir qu'il y avait certaines problématiques au niveau des comportements des employés ou simplement de la manière dont ils travaillaient.
Donc, c'est une chose qu'on aimerait corriger. Puis aussi la prospection. Donc, comment faire pour aller combler le manque de main-d'œuvre dans le secteur de la construction. Et on a aussi pensé aux avantages sociaux. Donc, on a comparé les salaires moyens dans l'industrie par rapport à ce que l'entreprise offrait. On a vu qu'il y avait certaines choses qui ne concordaient pas, donc on va aborder ça. Puis aussi la rétention des employés par le fait même en ayant des meilleurs avantages sociaux, peut-être qu'ils vont être portés à rester puis à mieux faire leur travail aussi. Puis finalement, on a aussi pensé à la formation, donc comment accompagner les employés pour qu'ils comprennent vraiment justement la marque de l'employeur, la raison d'être, pour qui ils travaillent, c'est quoi les raisons qui les poussent à agir le matin puis à accomplir les contrats. Puis, donc, il y a du même une formation plus à l'interne avec les employés qui sont déjà dans l'entreprise puis ceux qui vont l'intégrer par la suite. Dans ce cas-ci, il y a quand même plusieurs personnes différentes qui vont venir faire partie du cas ou qui vont faire partie de la solution. Déjà en partant, on peut voir la famille Néron qui est très impliquée. On parle ici d'une entreprise familiale. Puis, chaque membre de la famille, tous les problèmes qui peuvent arriver au sein des entreprises peuvent avoir un impact sur vraiment les membres de la famille, les relations familiales. Alors, comme partie prenante, on considère qu'il y a la famille Néron, mais il y a aussi les entreprises de la famille Néron. Je crois que c'est deux choses qu'on peut voir distinctes. Par la suite, il y a quand même la Commission de la construction du Québec qui vient jouer un rôle très important, étant donné qu'en étant une entreprise de la construction, ils n'ont pas le choix de faire affaire avec la CCQ. Il y a quand même des normes, il y a des trucs à payer avec eux, il y a des normes à respecter. Puis, à la dernière partie prenante, c'est l'agence Rescue, qui est la firme de comptables. On s'entend que c'est très important que les propriétaires d'une entreprise aient une bonne relation avec leurs comptables. En effet, les comptables, ils ont beaucoup de connaissances administratives, de comptabilité, de finances et tout, qui deviennent une plus-value pour les propriétaires de l'entreprise qui n'ont pas nécessairement ces connaissances-là, qui, eux, leurs connaissances se spécialisent plus vers, justement, la construction puis les domaines où ils ont leurs entreprises. Indirectement, on parle aussi que les autres parties qui sont touchées, il y a le gouvernement, les clients, les fournisseurs puis la CNESST, étant donné que dans le passé, ils ont déjà eu des comptes à payer envers eux. Avant de partir vers le plan d'action et la solution, ça serait peut-être important de faire un petit état de la situation. On parle ici d'une entreprise familiale qui a été fondée en 2019. Auparavant, il y a eu le père qui a eu une autre entreprise, il y a eu d'autres entreprises, mais véritablement, les trois personnes se sont alliées en 2019. Par la suite, ils ont eu un comptable, ils ont décidé de faire un changement de comptable suite à une soirée. Puis, avec ce changement-là de comptable, la nouvelle comptable a pu remarquer des lacunes financières très importantes. On parle ici de preuves financières telles que les factures qui étaient en manque, des problèmes au niveau de la liquidité. Tout ça occasionne qu'on n'est pas capable d'avoir les états financiers, on n'est pas capable d'avoir des livres comptables selon les normes. Et puis, étant donné qu'on n'est pas capable de faire un bon suivi comptable, on tombe dans des retards de paiement, il faut faire des respects des ententes. Il faut faire des ententes parce qu'on n'est pas capable de payer. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé dans ce cas-ci? Il y a eu un non-respect des ententes. On a de la misère à venir recouvrir nos comptes clients. C'est difficile de retourner chercher l'argent de nos clients parce que nos clients sont insatisfaits ou ne sont pas contents parce qu'on a des problématiques au niveau de la main-d'œuvre. En effet, on manque de main-d'œuvre ou notre main-d'œuvre n'est pas professionnel sur le chantier, ce qui fait en sorte qu'on n'est pas... le client ne veut plus payer parce que ça s'est mal passé. Puis suite à tous ces problèmes-là, la comptable n'a pas eu le choix d'aller voir un syndic de faillite. Puis la solution qu'il envisage, c'est une faillite potentielle. Donc, pour la situation actuelle, puis la situation future qu'on souhaite pouvoir développer, donc ce qu'on souhaite qui arrive dans le futur pour ne pas répéter les mêmes erreurs, présentement, on a pu remarquer que la communication était difficile dans l'entreprise, tant du niveau des dirigeants que des employés entre eux, puis même aussi à l'externe, si on pense avec la première relation qu'ils ont eue avec leur comptable. Il y a aussi, ça a apporté des grandes lacunes financières qui a causé finalement à une faillite. Il y a beaucoup de difficultés avec la main-d'œuvre, comme José l'a mentionné, là, notamment au niveau des contrats qui ne sont pas nécessairement concluants au niveau des clients. Puis des heures aussi volées au travail, donc ce n'est pas productif pour personne.
Puis, différemment, il y a un peu de stratégie au niveau de la gestion des ressources humaines. C'est un peu chacun pour soi, puis il manque beaucoup d'organisation. Puis, on peut aussi remarquer que les valeurs sont peu présentes. Donc, il n'y a pas vraiment une ligne directrice qui guide les actions de tous et chacun au sein de l'entreprise. Puis, encore là, la relation qui est instable avec la comptabilité qui a finalement mené aussi à la faillite. Donc, ça revient un peu avec les lacunes financières puis la communication difficile. Donc, dans le futur, ce qu'on souhaite, c'est de mettre en place une stratégie, comme on a mentionné au niveau du diagnostic, toute question au niveau du recrutement, des avantages sociaux, de la formation, puis de la marque employeur. Puis tout ça, en mettant tout ça en place, ça va nous permettre d'avoir un impact positif sur les finances, donc de devenir plus proactif, puis de développer une relation de confiance avec la comptabilité, puis éviter de faire les mêmes erreurs qui vont apporter à une faillite potentielle dans le futur, étant donné que leurs finances sont fragiles. Donc, si on débute avec le plan d'action, donc notre plan d'action, il y a 4 volets. Comme on a abordé dans le diagnostic, on va commencer avec la marque de l'employeur. Donc, notre but ici, c'est vraiment de venir renforcer les valeurs de l'entreprise pour créer une ligne directrice. Ça va permettre que tout le monde aille dans la même direction. Si on peut faire une petite métaphore, on peut s'imaginer que les valeurs d'une entreprise vont être comme son garde-fou qui vont la permettre de rester dans la bonne route pour aller atteindre sa destination, qui vont être ses objectifs. Donc, quand on n'a pas de garde-fou, ça peut arriver qu'on prenne des décisions ou que finalement, on se ramasse dans un fossé parce qu'on a pris des décisions qui n'étaient pas en lien avec nos valeurs. Donc, on a pu remarquer les problématiques au sein de l'entreprise que, justement, au niveau des prises de décision, il y a eu des contrats qui ont été octroyés que finalement, ça s'est mal déroulé, ou peut-être au niveau même du recrutement des employés, qu'on a recruté des gens dont on n'était pas certain, mais il manquait de main-d'œuvre. Donc, au niveau de la gestion des employés, ça peut causer beaucoup de problèmes. Puis aussi au niveau de la communication avec le comptable. Donc, si on voit, par exemple, que notre comptable ne nous remet pas des pièces justificatives, on voit que c'est un peu fait, que c'est bâclé, on sait qu'on ne s'en va pas vers la même direction, puis ça peut nous causer de justement prendre le fossé. Donc, notre solution pour ça, c'est vraiment de demander aux dirigeants d'entreprise, c'est quoi pour vous vos valeurs, sur quoi vous vous basez pour prendre vos décisions, qu'est-ce qui fait que vous allez pencher pour un oui, pour un non, comment vous faites pour vous respecter en tant qu'entreprise. C'est vraiment justement d'implanter des valeurs solides pour avoir une meilleure gestion de nos employés, puis globalement que la communication soit meilleure pour tout le monde. Donc, La deuxième partie du plan d'action concerne le recrutement. En fait, avec cette partie-là, ce qu'on souhaite amener, c'est que la performance des employés soit améliorée, qu'on ait une meilleure gestion de nos employés, puis ainsi augmenter notre notoriété. En effet, en ce moment, nos clients sont insatisfaits de notre travail et ils ne veulent pas nous payer. Mais ce qui cause cette insatisfaction-là, c'est que les employés, on a peut-être de la misère avec notre gestion envers eux, sont moins performants, ce qui fait en sorte que le bouche-à-oreille peut faire en sorte qu'on va perdre des clients, on perd de notre notoriété. Alors, ce qui cause ça, c'est possiblement un mauvais recrutement qui a été fait à la base. Puis aussi, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Ça a été mentionné, avec la pénurie de main-d'œuvre, on accepte des employés qui ne vont pas nécessairement suivre les règles, qui ne vont pas être parfaits ou professionnels, comme que je pourrais dire. Puis avec tout ça, ça fait en sorte qu'on embauche un peu le premier venu, puis ça a des répercussions autres. Ce qu'on vient donner comme solution pour pas qu'on répète les mêmes erreurs, ça serait important de revenir voir nos critères de sélection à la base lors de notre recrutement. En effet, on pourrait faire affaire avec des firmes externes de ressources humaines. Ces firmes-là, ils ont l'expertise en ressources humaines que les propriétaires n'ont pas nécessairement. Je crois que c'est important quand on vient embaucher des personnes d'aller chercher l'expertise de tous. Alors, les propriétaires, ils ont l'expertise des connaissances en construction, tandis que les ressources humaines ne l'ont pas, mais ils ont un peu plus l'expertise de savoir comment venir recruter, vers quelle plateforme se tourner. Puis, ces experts-là en ressources humaines vont pouvoir faire en sorte que aider l'entreprise à se bâtir un profil de compétences. Il y a probablement beaucoup d'informations disponibles sur Internet par rapport au métier de la construction, sur les compétences requises. Puis, à l'aide du profil de compétences, on va revenir voir les critères de sélection lors de nos entrevues. Une autre solution aussi pour le recrutement, c'est d'améliorer la prospection. En effet, l'entreprise pourrait assister à des foires d'emploi, autant pour des foires d'emploi pour les adultes ou
peu importe, mais aussi des foires d'emploi envers les étudiants. En effet, les DEP, les écoles de centres professionnels où on peut venir acquérir un DEP offrent souvent des foires d'emploi où ils invitent plusieurs étudiants à venir les visiter et du coup, ils invitent des entreprises. Alors, la compagnie pourrait aller voir ces centres professionnels-là pour pouvoir être participant aux foires d'emploi. Et aussi, la compagnie peut venir commanditer les Olympiades québécoises. Les Olympiades québécoises font affaire avec justement les centres professionnels où est-ce qu'il y a une petite compétition, un peu comme le symposium Jeux du commerce. C'est une compétition que les étudiants y vont, puis ça fait des buts régionales, ça va provincial. Alors, à ce moment-là, l'entreprise pourrait venir commanditer, venir participer, puis ça lui permettrait de rencontrer les meilleurs étudiants parce que eux, les étudiants qui vont décider d'aller jusqu'au provincial ou qui vont décider de s'impliquer, bien, généralement, c'est des bons étudiants, puis que c'est des futurs bons employés. Il y a aussi une dernière solution pour la prospection, c'est d'être très proactif sur les réseaux sociaux. On le sait, ça peut être difficile d'être sur les réseaux sociaux, mais si on vient voir les bonnes personnes, si on utilise les bonnes méthodes, ça peut être vraiment un aspect bonifiant qui vont venir chercher les personnes voulues. Donc, pour la suite du plan d'action au niveau des avantages sociaux, le but ici, c'est vraiment d'avoir une rétention importante des employés. Donc, on le mentionne depuis plusieurs instants déjà, la construction est un domaine où est-ce que la rétention des employés est extrêmement difficile parce qu'on sait que c'est un milieu notamment qui est extrêmement compétitif, donc qui a beaucoup plus il y a beaucoup plus d'emplois pour le nombre de travailleurs. Donc, les gens n'ont pas de difficulté à se retourner, puis du jour au lendemain, d'améliorer leurs conditions de travail. Donc aussi, c'est vraiment d'avoir une satisfaction au niveau de l'emploi, que les employés soient vraiment heureux de venir travailler pour notre entreprise, notamment, comme on l'a mentionné plus tôt, par rapport aux valeurs, mais aussi aux missions qu'on véhicule là, à travers l'industrie. Donc, la problématique ici, c'est vraiment au niveau de la motivation des employés. Donc, on le sait, certains clients nous en ont fait part. Nos employés sont peu motivés, ils s'absentent du travail, ils n'ont pas l'air vraiment là, de prendre à cœur leur travail. Donc, aussi, une autre problématique, comme José l'a mentionné plus tôt, c'est que les salaires que verse l'entreprise sont vraiment en deçà de la moyenne qu'offre le secteur de la construction au Québec. Donc, c'est ce qui contribue notamment à un haut taux de roulement dans l'entreprise puis la difficulté là, d'avoir une rétention des employés. Donc, la solution pour nous, c'est vraiment, premièrement, de bonifier les salaires. Donc, on le sait, ça va, oui, d'être offrir un salaire horaire, mais aussi différents avantages sociaux qui vont venir compenser là, les salaires là, face à l'industrie, de faire des activités de team building en dehors du travail, donc vraiment venir ici créer un sentiment d'appartenance important face à l'entreprise, puis aussi, là, ça va nous donner une raison en tant qu'employé de demeurer dans l'entreprise. Qu'en est-il de la rémunération en 2020? Donc, vous le voyez à votre gauche, vous avez les salaires versés par les constructions Néron et Fils. Donc, pour un employé de manœuvre ou communément appelé dans le milieu journalier, on parle d'un salaire horaire d'environ 23 $ de l'heure. On sait qu'actuellement, l'entreprise en compte 5 parmi ses effectifs. Au niveau des maçons, on parle d'un salaire horaire de 36 $ de l'heure. Pour un chef de chantier, de 28 $. Puis, on a notamment fait l'embauche d'un vendeur là, qu'on paye selon un pourcentage de commission. Excusez-moi pour la coquille, vous auriez dû lire inconnu là, parce que le pourcentage n'est pas mentionné dans la diapositive. Donc, à votre droite, vous avez le salaire moyen qui, lui, va être proposé par l'industrie de la construction au Québec. Donc, on parle là, vraiment d'une bonification seulement pour les employés de manœuvre d'un salaire là, de 12 $ de l'heure supplémentaire qui va être offert par les entreprises concurrentes. Même chose pour le maçon, le salaire va être bonifié. Donc, vous voyez ici là, que vraiment les salaires sont vraiment en deçà là, de ce qu'offre le marché là, actuellement, selon toujours une recherche que nous avons effectuée sur le site de la Commission de la construction du Québec, communément appelée CCQ. Donc, vraiment, on pense souvent là, à un salaire horaire. Là, moi, mon salaire, c'est 32 $ de l'heure, 40 $, peu importe. Mais en réalité, ce que ça coûte pour une entreprise, c'est beaucoup plus cher que ça. Donc, comme vous le voyez ici, on a mis un exemple d'un maçon. Donc, un maçon, réellement, là, selon les diverses cotisations que doit remettre un employeur là, face
À l'embauche d'un employé, on parle notamment de cotisation à l'assurance emploi, au régime québécois d'assurance parentale, des avantages sociaux, le régime des rentes du Québec, la CNESST. Donc, la liste de cotisations est extrêmement longue là, pour un employeur qui souhaite faire l'embauche d'un travailleur spécialisé. Donc, comme vous pouvez le voir ici, là, ça coûte extrêmement cher d'avoir une main-d'œuvre qualifiée, mais je crois ici que c'est vraiment une solution pour avoir là, un potentiel de croissance envisageable pour l'entreprise. Donc, au niveau aussi de la formation, vraiment, le but ici, là, c'est de rendre un service qui va vraiment être, qui va se coller à nos valeurs, à notre mission. On veut vraiment avoir une main-d'œuvre qui va être professionnelle, qui va vouloir demeurer au sein de nos effectifs. Donc, pour régler la problématique ici de pénurie de main-d'œuvre et de la main-d'œuvre qui est peu qualifiée et engagée, on va notamment offrir de l'accompagnement stratégique avec eux. Donc, de vraiment les accompagner tout au long du processus d'embauche, que ce soit avec les firmes externes ou via vraiment une embauche qui va être faite directement de nos ressources à nous. Aussi, c'est d'offrir un programme de formation théorique pour les saisons mortes. Donc, on le sait, le secteur de la construction, c'est un secteur vraiment qui est saisonnier. Donc, nous, pour faire une rétention de nos employés et éviter qu'ils quittent notre entreprise et même peut-être le secteur de la construction, ça va vraiment d'avoir des formations là, qui vont vraiment venir se coller aux objectifs que souhaite faire la CCQ, puis de faire aussi là, des activités de sensibilisation. Du côté de l'échéancier, nous avons nous avons mis à votre gauche les différents mises en place de solutions, puis on les a réparties par mois. Ainsi, si vous pouvez voir, pour l'implantation des valeurs, nous avons une barre un petit peu plus gris pâle et par-dessus, nous avons une barre gris foncé. La barre gris pâle va de janvier. Donc, merci beaucoup. On va maintenant passer à la période de questions. Super. Donc, on va débuter dès maintenant. Donc, je vais donner la parole à Marie-Pierre François. Parfait, super. Bien, merci beaucoup pour l'analyse des salaires. Je trouve l'idée intéressante. Hein? Augmenter les salaires, c'est toujours intéressant. Sauf que la problématique que je vois, si on se base sur le budget qui vous a été mis en annexe, c'est pour les 3 prochains mois, l'entreprise réalise à peine un bénéfice de 6 000 $ par mois. En bonifiant les salaires pour être plus concurrentiel, pour éviter cet enjeu-là plus technique au niveau là, de l'emploi, j'ai de la difficulté à voir comment que l'entreprise pourrait mettre en application cette hausse-là assez importante. Pouvez-vous m'expliquer davantage? Oui, bien, dans le fond, si je peux me permettre, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que le secteur de la construction, c'est quand même un secteur qui est assez particulier au niveau de la rémunération. Donc là, par exemple, ici, on vous a mis l'exemple d'un maçon qui est vraiment là à l'échelle salariale la plus haute. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que notamment au niveau des maçons et d'une panoplie de corps de métier de la construction, c'est qu'il va y avoir une échelle de gradation au niveau des salaires. Donc, on le sait au niveau du maçon, pour passer, par exemple, du statut d'apprenti, qui est comme le statut en sortant de l'école, au statut de compagnon, qui est le dernier niveau d'échelle salariale, il va y avoir 3 plafonds qui vont être plafonnés, eux, à 2000 heures de travail. Donc, pour commencer, là, on le sait qu'un apprenti qui débute en maçonnerie, dans ses 2000 premières heures, va gagner un salaire horaire là, de 23,75 $. Donc, on parle ici vraiment d'aller recruter une main-d'œuvre qui va être qualifiée, mais qui va vraiment être au début de l'échelle salariale. Donc, comme vous pouvez le voir dans la présentation qu'on a mentionnée plus tôt, on parle ici, oui, de salaire de 37 $ de l'heure, mais ici, on parle vraiment d'un employé qui va avoir toutes ses qualifications, puis son examen là, de compagnon va être complété. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on va faire l'embauche d'un nouveau candidat, on ne parlera pas de 37 $ de l'heure, mais bien de 23 $ de l'heure. Fait que je ne sais pas, avec une analyse peut-être plus poussée des chiffres, avec le temps limite, on n'a pas pu établir, ça nous permettrait de voir avec vous que oui, ça serait possible. Puis aussi, une autre chose, puisque vous mentionnez, l'annexe,
Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'entreprise aura fait le choix de se concentrer seulement sur le secteur de Chibougamau et d'Ottawa, délaissant ainsi la division de Trois-Rivières. Donc, veut pas, là, on va aussi avoir une économie au niveau de la main-d'œuvre parce qu'on le sait qu'il y avait une main-d'œuvre là, qui était attribuée seulement pour la région de Trois-Rivières, qui soit va pouvoir être déplacée dans une de nos deux régions ou notamment là, de recruter peut-être d'autres, prendre l'argent qui était utilisé pour la main-d'œuvre de Trois-Rivières, puis recruter là, pour le bassin de gens d'Ottawa et de la région de Chibougamau. Merci. Merci. Je vais passer la parole à Jean-Sébastien. Oui, merci. Vous nous avez parlé de recrutement sur les réseaux sociaux. J'aimerais que vous en parliez un peu plus, puis de quels réseaux sociaux devraient être ciblés par l'entreprise. Je crois qu'il y a plusieurs réseaux sociaux. On peut cibler, par exemple, Facebook ou Instagram parce qu'on l'a mentionné au début du cas. Il y a quand même plusieurs jeunes dans l'industrie de la construction, mais il y a encore aussi du monde de 30 ans et plus. Je pense qu'Instagram vient un peu plus cibler les jeunes vingtaine, trentaine, tandis que Facebook s'en va un petit peu plus vers 30 ans et plus ou autres. C'est deux réseaux sociaux qui sont extrêmement utilisés. Fait que, c'est de juste venir d'être présent parce que je pense que en faisant une présence sur les réseaux sociaux, ben, ça va peut-être faire penser à des gens de venir appliquer, de venir aussi juste poster les offres d'emploi. Plusieurs fois, je connais plusieurs personnes, dont moi, que c'est ça mon truc là, pour rechercher un emploi. Et je vais aimer différentes pages Facebook des compagnies qui m'intéressent. Puis quand ils postent, quand ils partagent une offre d'emploi, je vais voir. Pour pouvoir réussir à ce que le monde vienne sur notre page Facebook, je pense qu'il faut avoir un beau réseau social qui est attrayant. Mais c'est ça, c'est de réussir à bâtir quelque chose puis de réussir à partager au travers de ça nos offres d'emploi. Je ne sais pas si je réponds bien à la question. Oui, c'est bon, merci. Une courte question, Jean-Michel? Reste 4 secondes. Comment pensez-vous gérer les employés difficiles? Si je peux me permettre de répondre, c'est sûr qu'au niveau de la gestion des employés difficiles, on parle souvent d'employés difficiles parce qu'on va manquer ici d'encadrement. Donc, l'employé difficile, en réalité... Je vais juste te laisser finir sa phrase, mais la période est finie. Parfait. Son comportement est souvent difficile parce que justement, il va chercher à être encadré, à avoir des ressources. Donc, c'est vraiment au niveau de l'intégration, de la formation, puis du soutien là, qu'on va leur permettre là, de se réorienter, puis peut-être d'envisager là, une belle carrière au sein de notre entreprise. Super. Donc, merci pour la présentation. Merci à tous. Merci à vous. Bonne fin de journée. Bonne journée. Merci à vous. Bonne journée. Merci.